Bonjour tout le monde. Je me présente, moi je suis Olivier Dupré, je suis Cloud Solution Architect et je travaille chez Energism. Et aujourd'hui, on va parler de notre retour d'expérience en fait sur notre refonte, la refonte de notre landing zone, en l'occurrence sur Azure, avec comme critère qu'elle soit scalable, résiliente, multi-tenante et faire l'ensemble de cette refonte sans interruption de service. Deux mots d'abord sur Energism pour que vous ayez un petit peu le contexte. On est une petite start-up. Petite, c'est peut-être relatif, hein, puisqu'on est une centaine aujourd'hui. Mais donc, on est une start-up, on est un éditeur de logiciels et on fournit nos solutions, nos logiciels sous deux modes. Le premier, c'est en mode SaaS, donc dans Azure. Sujet du jour, la refonte, c'est cet environnement-là qu'elle concerne. Et notre verticale métier, en fait, on a plusieurs briques, plusieurs logiciels. Et la verticale métier qui est couverte par l'ensemble de ces briques, c'est une optimisation de l'efficience énergétique. C'est plein de gros mots ensemble pour dire qu'on réduit les coûts énergétiques et donc réduit l'empreinte carbone à travers nos solutions. Donc, c'est le métier qu'on adresse et on a un ensemble de briques et de solutions qu'on développe qui vont de la partie de collecte de données, de stockage de ces données, puis d'exploitation à travers différents algorithmes et la mise à disposition d'une interface, évidemment, pour nos clients, pour réussir à trouver les leviers qui leur permettent de faire des optimisations sur cette efficience énergétique. Et cette même ensemble de solutions logicielles, on les propose également en mode PaaS, que ce soit sur Azure, AWS par exemple. Et donc là, notre vertical métier peut évidemment s'appliquer. Et on peut aussi imaginer utiliser nos solutions avec d'autres données et donc avec un autre métier derrière, puisqu'on n'est pas forcément exclusif sur ces solutions-là et sur le métier qui est adressé. Enfin, pas évidemment sur la partie front, hein, ça va de soi. Donc voilà, ça c'était un peu le contexte. J'ai dit donc une petite start-up, une centaine d'employés aujourd'hui et globalement 5, il y a 5 ans. Donc on est en pleine croissance et avec forcément les inconvénients que ça génère d'être petit. On ne peut pas tout faire tout le temps et des fois il faut qu'on fasse des choix qui ont amené à notre situation actuelle et puis à cette refonte. Donc, je vais vous parler d'abord, justement, je vais rentrer dans le contexte, maintenant qu'on a présenté le contexte énergisme, je vais rentrer dans le contexte plus technique et qui va vraiment concerner cette refonte de notre solution SaaS. Et ensuite, justement, on déroulera notre refonte et ce qu'elle a amené, comment on l'a conduite et comment on a atteint nos objectifs avec cette refonte, comment on atteint nos objectifs. Donc, le contexte, rapidement, puisque l'objectif, c'est de parler de la refonte, mais avant de refondre, il faut savoir d'où on part, hein. Donc, c'est pour ça que je vous présente un petit peu cette big picture de ce qu'on a aujourd'hui, avec un détail un peu moins fin que ce que je donnerai sur la refonte et sur la nouvelle landing zone, du coup. Donc, on a un tenant qui est dans energism.net, dans Azure. Et on a au niveau de notre organisation, on a une route qui est le management group route, qui est inhérent à toutes les subscriptions, enfin tous les comptes Azure. On n'a pas le choix là-dessus. Et donc, ce management group, on retrouve une organisation très flat en dessous avec toutes nos subscriptions qui sont rattachées en direct sous ce management group route. Et donc, on retrouve, alors je vais partir du milieu, je ne sais pas si vous voyez ma souris, non. Ok, le milieu là, app2B, app2, app1B, app1, milieu droit, on va dire. Donc ça, c'est des subscriptions qui sont dédiées à nos applications pour pas rajouter de la complexité dans le nommage des différentes applications. Je les ai volontairement
anonymiser, ça n'a pas forcément d'intérêt de se focaliser sur les noms des applications, surtout qu'ils ont évolué dans le temps, donc ça amène plus de confusion qu'autre chose. Mais donc on voit qu'on a app 1, app 2, et puis on a leur pendant app 1B, app 2B, qui ont été construits à un moment donné pour répondre à un besoin qui est aujourd'hui plutôt perdu de vue. Et on retrouve des ressources qui sont déployées à droite et à gauche, et qui se complètent sans forcément avoir une logique forte de ségrégation et de construction de ces subscriptions-là. On retrouve sur la partie, maintenant je pars tout à gauche, le lab, et à gauche de lui, les choses que je n'ai pas représentées, tous les autres environnements de démo, des choses comme ça, en fait, les subscriptions qui sont dédiées à ces choses-là. Je ne les ai pas représentées parce qu'on en a beaucoup trop en fait aujourd'hui, et ça amènerait de la confusion sur ce schéma. Et entre les deux, surtout, ce qui va nous intéresser, ce sont les subscriptions qui sont dédiées à des environnements. Donc, on a l'intégration, la pré-prod et la prod, par exemple, pour n'en citer que trois, en dessous desquelles on va retrouver nos applications qu'on avait déjà à droite, là, donc application 1 et application 2, et qu'on retrouve dans les différents environnements. On a donc globalement un petit doublon ici, et savoir qu'est-ce qui est où entre mon application. Quand elle est en intégration, elle se trouve dans la subscription intégration, elle se trouve dans application 2 ou elle se trouve dans application 2B. Bon, c'est un historique, ça a été construit, ça a été bricolé aussi parfois par manque de temps, manque de compétences en instant T, manque de maturité, que ce soit du cloudeur ou de nous aussi. Sur ces 5 dernières années, on a vu quand même les clouders pas mal évoluer. Et donc, on a suivi les évolutions quand on a pu, mais ça coûte du temps et de l'argent. Et nos applications, on voit tout en bas, elles sont déployées dans différents environnements, différents emplacements, pardon. Donc là, c'est pareil, les emplacements, ils ne sont pas du tout homogènes. Alors, une des explications, c'est qu'on part sur France centrale, et puis on se rend compte qu'il n'y a pas tous les services dont on a besoin, puisque les clouders déploient progressivement leurs services. Donc, on est bloqué, donc on redéploie quelque chose à côté. La migration d'un lieu vers un autre, d'une location vers une autre, ça peut être compliqué, prendre du temps, une fois de plus, qu'on n'a pas toujours eu. Donc, on a des choses qui restent alors qu'on aurait voulu qu'elles partent. Mais donc, on se retrouve à multiplier les ressources, à multiplier les choses, si je peux dire comme ça. Mais en tout cas, on a une hétérogénéité qui s'installe et qui, avec le temps, devient de plus en plus compliquée à gérer, et donc une maintenance en conditions opérationnelles qui s'alourdit. Une des solutions qui a été prise il y a quelques temps, c'était de monter la subscription la plus à droite, là, le data center ou virtual data center, pour être tout à fait précis, et qui en fait reprend l'organisation flat qu'on a avec toutes les subscriptions qu'on avait déjà à gauche, mais qui la décline en ressources groupes directement attachées à ce data center. Donc, on retrouve notre application 1 avec un ressource groupe dédié à l'intégration, puis un autre dédié à la prod, etc. Même chose pour l'application 2 et compagnie. Et toujours cette non-homogénéité au niveau des emplacements, avec des ressources qui sont déployées à droite, à gauche, en fonction des services disponibles à un instant T. Et donc, on arrive à une situation où, si je cherche mon application 1 en intégration, elle peut se trouver sous la subscription app 1, sous la subscription app 1B, sous la subscription intégration, sous la subscription data center. C'est compliqué. Et donc, le coût de maintenance va croissant. Et comme on a la chance d'être en pleine croissance aussi chez Energism, on a de plus en plus d'applications. On est en train de développer des nouvelles choses. Donc, c'est des nouveaux ressources groupes qui viennent s'ajouter. Et donc, dans tout ça, c'est de la complexité qui est croissante et qui, aujourd'hui, impose de se poser et de faire état de notre maturité et d'aller vers un modèle un peu plus industriel et qui nous permette une meilleure gouvernance. Et avant même d'arriver sur ce modèle, si on a ici au niveau des
subscription, des ressources groupes, déjà un mix qui est un petit peu perturbant. Il en va de même sur la couche réseau, si ma slide veut bien passer. Il en va de même sur la couche réseau, et c'est même là où c'est le pire. Dans chacun de nos ressources groupes, dans certains de nos ressources groupes, on retrouve des VNet sur lesquels on a déployé nos ressources. Donc j'ai fait un schéma simplifié pour garder une lisibilité ici. Mais donc on a des VNet dans les différentes régions qui doivent parler aux autres VNet, puisque les applications parlent entre elles. Et donc on se retrouve à avoir du peering point à point entre pas tous nos VNet, mais entre pas mal de VNet, et de manière de plus en plus chargée. Donc ça multiplie notre mesh, ça le rend de plus en plus compliqué à maintenir, et ça peut être source de problèmes et d'ouverture de flux qu'on n'aurait pas forcément voulu à un instant T, parce qu'une subscription ou un VNet, là dans notre cas, la déclinaison en dessous, hein, le VNet est censé n'accueillir que de la prod, mais finalement, on l'a déjà lié avec du staging, mais j'ai un bout de service qui n'est disponible que sur un environnement. Donc je multiplie les connexions, j'ouvre des flux qui peuvent poser problème. Donc on a un maintien en condition opérationnelle qui est compliqué, un maintien en condition de sécurité qui pourrait se dégrader. Donc aujourd'hui, on maintient, on a fait le bon choix de partir sur du Terraform il y a déjà quelques années. Donc on arrive encore à maintenir tout ça, mais plus on croit, plus la charge est importante, et plus ça va devenir compliqué de maintenir tout ça et d'assurer la sécurité. Je vous ai mis un multiplicateur en bas, c'est le nombre de VNet qu'on a aujourd'hui dans notre réseau. Donc avec 5 ou 10 là, qui sont affichés à l'écran, c'est plutôt facile. Avec 85, ça devient nettement plus compliqué et nettement moins rigolo à maintenir, et plus source de problème. Donc on s'est posé, on a dit, OK, il est temps, on a atteint la taille suffisante, et il est temps de se poser, d'industrialiser tout ça. Et c'est de là qu'a découlé notre démarche de créer une nouvelle landing zone que je vais vous présenter en quelques étapes, qui sont les étapes majeures de notre démarche, et qui nous a permis d'arriver sur un modèle plus pérenne et qui sera plus maintenable dans le temps. Donc, on a toujours notre tenante Energism, toujours sur Azure, avec toujours notre management group route tout en haut. Et en dessous de celui-là, on a commencé à faire un découpage, déjà un découpage par région, c'est notre premier niveau de hiérarchie. Donc, on fait des régions qui sont des régions très larges, puisque c'est des régions continentales. Donc, on a un premier management group Europe, qui on peut décliner sur l'Asie, les États-Unis, l'Afrique. Mais donc, on a, enfin, les États-Unis et l'Amérique, pardon. Mais donc, on a déjà ce premier niveau de découpage qui nous permet aussi de garantir que nos ressources sont au plus proche de nos clients. On a vu tout à l'heure, j'ai des ressources qui sont déployées en East US, j'en ai en West US, j'en ai en Asie. En termes de performance de flux réseau, on n'est quand même clairement pas dans l'optimum. Donc ce découpage-là va déjà nous apporter ce premier niveau de contrôle-là, et nous garantir qu'on est au plus proche, et donc avec des performances les meilleures. On descend au niveau du dessous, et je vais commencer par le milieu, le management group Europe User Driven. Donc là, celui-là, il est parent des deux management group en dessous, qui sont Dev et Int. Il a vocation à donner accès aux utilisateurs. On est parti du constat que nos environnements bas, même si on est terraformé, même si on a de l'Argo CD pour notre déploiement et notre déploiement infra et applicatif, on développe et on intègre des choses. Parfois, ça ne marche pas comme on veut. C'est le propre du développement et de l'intégration. Et parfois, on a besoin d'y mettre les mains et d'aller regarder, d'aller observer ce qui se passe, et dire, va regarder les logs, c'est bien, sauf si les logs ne remontent pas. Et auquel cas, il faut rentrer dedans pour aller regarder pourquoi ça ne remonte pas. Donc, l'idée ici, c'est qu'on laisse un accès, en plus des accès machine, des accès CI/CD, on laisse un accès aux utilisateurs pour aller explorer et trouver les problèmes et les résoudre ici sur ces environnements bas. Et donc ici, on va ensuite décliner par subscription. On a nos subscriptions par produit. On retrouve App 1, App 2, etc.
plus une subscription qui n'existait pas jusque-là, qui est la subscription shared, qui a vocation à partager des choses au sein même d'un environnement, si c'est nécessaire. On part sur la gauche, où on arrive sur nos environnements que j'appellerais hauts, les environnements hauts qui, eux, se retrouvent à être CI-driven. Donc là, il n'y a plus d'intervention humaine. Il n'est pas question d'aller bidouiller et de mettre des choses qui ne seraient pas cohérentes. On l'a vu, notre historique, on est tombé sur des états qui ne sont pas toujours très cohérents. Là, c'est le code qui pilote, c'est le code qui a raison, et le code, il traverse tous les environnements, donc de recettes, staging et prod, de manière totalement pilotée. Donc là, on est sans accès humain et on contrôle à ce niveau-là qu'il n'y a plus d'accès humain et que c'est un accès exclusivement mécanique, quoi, par machine et par CI/CD. Bien sûr, on retrouve nos subscriptions par application et notre shared sur chacun des usages, donc chacun des environnements de recettes, staging ou prod. Toujours au niveau de l'usage, et je vais remonter sur les deux dernières subscriptions dont je n'ai pas parlé. La première, c'est Deprecated. Deprecated, on l'a rattaché en CI-driven. Elle nous permet de suivre le cycle de vie en phase terminale, si je peux prendre cette expression, des applications qui sont là enfin, des applications ou des services, des modules, peu importe, qui doivent mourir, dont on veut se débarrasser. Et à un instant donné, on ne veut pas les laisser au milieu de la prod, puisqu'ils n'ont plus vocation à y être. Et pour autant, il peut y avoir encore d'autres choses qui les consomment, du batch, un appel à droite, à gauche, qui n'est pas encore totalement détruit, totalement fini. Et donc, on les déplace vers cette subscription-là qui nous permet d'avoir un contrôle sur la fin de vie de ces différents services, de ces différents modules ou applications. Et donc, c'est sans garder au sein de notre prod, par exemple, quelque chose d'un peu trop lourd et des choses qui doivent disparaître. Et enfin, la subscription la plus en haut à droite, c'est notre subscription tooling. Donc, elle a vocation à venir partager des ressources transverses et des outils transverses. Je vous ai cité GitLab CI tout à l'heure, je vous ai cité Argo CD, et il y en a pas mal d'autres, hein, les SonarQube, les Trivi pour faire le scan, on reviendra un peu dessus tout à l'heure, mais donc tout cet outillage-là qui est transverse en fait à tous les environnements, si on pilote avec le code, il faut bien que le code soit un endroit qui est partagé, c'est ici qu'il va se retrouver. On verra aussi qu'il y a toute une couche réseau qui est pilotée là-dedans. Avant de rentrer justement sur le détail réseau et ce qu'apporte cette subscription tooling, je vais aller sur la partie la plus simple. On va commencer par celle-là, qui est le zoom sur les subscriptions produits. Donc, nos subscriptions produits, on est dans une démarche de responsabilisation des équipes, dans une démarche aussi DevOps. Donc, on a les DevOps au sein même des équipes. Ce n'est pas une équipe d'Ops qui pilote toute l'infra pour tout le monde, même si on aide factuellement. Et là où il y a des manques en DevOps, on est là, mon équipe, pour venir prêter main forte. Mais donc, les équipes ont la liberté de venir créer les ressources groupes et le contenu de ces ressources groupes comme bon leur semble. On encourage à faire des ressources groupes qui sont cohérents d'un point de vue logique et qui servent le même but. Mais la logique, c'est quelque chose qui est quand même assez propre à chacun. Et si une équipe n'a pas tout à fait la même logique que l'équipe d'à côté, c'est pas très important du moment que ça marche et que chacun se comprend. Et là, on est à un niveau qui est suffisamment micro, qui est suffisamment local à l'équipe pour plus avoir besoin d'imposer une gouvernance trop stricte et des contrôles trop contraignants et qui seraient au final contre-productifs. Tout reste sous contrôle parce qu'on est dans un périmètre qui est restreint. Et donc, à l'intérieur de nos ressources groupes, ici, on va retrouver du VNet, du Kubernetes. On est Kubernetes first, si je peux dire.
mais sans être déraisonnablement orienté vers Cube. C'est pas la solution magique à tout. Il y avait un talk là-dessus ce matin et on y croit nous aussi. Donc oui, ce qui ne va pas dans Cube, ce qui n'a pas de logique à être dans Cube, bah, c'est ailleurs, hein, c'est dans des VM à côté, c'est dans des services managés comme le Postgre ou le Redis qu'on voit à gauche là, c'est dans des services managés, le HD Insight ou le IoT Hub qu'on voit à droite. Bref, on utilise les ressources qui sont disponibles et on met dans le cube tout ce qui a du sens pour y être. On retrouve également tout en bas à droite de chacun des ressources groupes. Donc ça, c'est de manière mécanique pour chacun et chacune, un accès à la partie cost management. J'y reviendrai un petit peu plus tard, puisque notre landing zone, elle arrive aussi, elle supporte une démarche FinOps. Donc on y reviendra. Et les deux icônes, les deux boucliers qu'on voit juste au-dessus, qui sont les Network Security Group et les Application Security Group. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, puisque aujourd'hui, non, maintenant. Tout à l'heure, je rentrerai dans le détail quand je vais parler un peu plus sécurité qui est apportée par cette landing zone. Donc, on vient de voir que nos subscriptions, ici, vous voyez la souris, pardon. Nos subscriptions, elles sont assez libres au niveau de chaque produit. Et tout à l'heure, on a vu qu'on avait quand même un réseau maillé assez complexe au niveau des flux réseau. Et cette définition-là que je viens de vous donner, elle corrige absolument pas ce problème. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé justement par la subscription tooling que j'ai évoqué tout à l'heure pour venir mettre en place un modèle qui est poussé par Microsoft, qui est le modèle Hub and Spoke. Donc, l'idée, c'est d'avoir des SPOC dans chacun de nos environnements. Donc, ici, par exemple, sur la gauche, j'ai ma prod. Je vais avoir des SPOC pour chacune de mes applications. Donc, mes VNet correspondent à des SPOC. Et ils vont parler avec un seul et unique point qui est mon hub. Donc, je vais avoir un hub pour chacun de mes environnements au niveau de mon tooling, un hub de prod, un hub de staging, etc., etc. Et ce hub-là va s'occuper de faire la communication transitive depuis un SPOC vers un autre SPOC. Et donc, on va rebondir et on va passer systématiquement par notre hub. Donc, au sein de ma prod, par exemple, je n'aurai pas un maillage infernal et non contrôlé. Une fois de plus, tant qu'on en a trois comme à l'écran, c'est facile. Quand on grossit, ça peut devenir plus compliqué à gérer. Donc, le fait de passer par un point unique, c'est un VNet à gérer. Petit point d'attention là-dessus, on fait du Terraform, on est dans des subscriptions différentes. Faire un peering, c'est aller chercher les datas d'une autre subscription, c'est avoir un autre provider. Donc, c'est une complexité à gérer supplémentaire. Et si on doit commencer à multiplier les providers sur chacun de nos SPOC pour aller parler avec tous les autres SPOC en direct, c'est compliqué, c'est de la lourdeur. Alors qu'avoir un seul point et toujours parler avec notre hub, ça simplifie quand même grandement les opérations. Le point négatif, en revanche, sur ce modèle-là, c'est que fatalement, on paye en fait, enfin pas fatalement, mais Microsoft nous facture les communications réseau sur les peering VNet. En l'occurrence, 0,9 centimes d'euros, donc un peu moins d'un centime d'euro par gigaoctet transféré. Et si on passe systématiquement par le hub, au lieu d'être en direct, on a 2 peering à chaque fois pour chaque communication, donc on multiplie par 2 ce coût-là. C'est une multiplication, une augmentation du coût qui est acceptée pour la sécurité qu'elle nous amène. Je vais en reparler, on n'a plus de partage entre les hubs, entre les environnements, et pour la simplification que ça apporte d'un point de vue opération. Donc oui, je paye plus cher mon réseau, mais je paye moins cher mes opérations et ma maintenance de mon réseau. Donc on s'y retrouve même assez largement. C'est un peu moins explicite de le voir passer sur une facture Azure que sur des salaires finalement, mais c'est un coût qui est juste transféré d'un côté à l'autre. J'ai dit qu'on amenait un côté sécurité ici. Il n'y a pas de hub transitif. On ne fait pas de la communication SPOC vers hub, vers SPOC. Mécaniquement, ça ne marche pas. Donc ici, si je n'ai pas de lien entre mes environnements, j'ai juste aucun lien entre mon staging et ma prod et je garantis
que je n'aurai pas un débordement à un moment donné qui permettra à quelqu'un qui a pris le contrôle du dev de venir siphonner des données au niveau de la prod, simplement par rebond. Mes environnements sont totalement isolés grâce à cette mécanique-là. Je reviens sur un point négatif. Microsoft met en avant le modèle Hub and Spoke dans Azure, mais ne fournit pas de service pour le faire. Donc, si vous voulez faire du Hub and Spoke, il faut le faire à la main. C'est-à-dire que vous faites un VNet pour votre Hub, vous faites un VNet pour votre Spoke, vous mettez en place le peering, et ensuite, pour faire la transitivité, c'est à vous d'assurer la transitivité. Alors, ça peut être aussi simple que mettre une VM et faire de l'IP forwarding. Là, Microsoft vous donne un tuto pour le faire avec Windows et débrouillez-vous avec Linux. Nous, on a fait le choix de mettre un load balancer et un VM scale set pour assurer la haute disponibilité dans ce cadre-là, où vous pouvez faire un peu plus évoluer que du simple IP forwarding pour amener une couche de contrôle et rajouter ici du firewalling. Alors, soit on ne prend pas le load balancer et le VMSS et on met le firewall Microsoft Azure, et qui coûte un peu cher. On est une startup, on essaye de gérer nos budgets et on peut déployer nos firewalls, alors soit les appliances de la marketplace, soit votre propre firewall, sur ce VMSS là que j'ai représenté dans les hubs et qui lui va s'occuper de faire toute la partie justement filtrage réseau. Mon app 1 peut aller communiquer avec le Spock, avec le shared, pardon, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait de flux qui viennent du shared vers les apps, par exemple. Et donc, on peut contrôler ça au niveau de notre hub. Et toujours en termes de contrôle, c'est aussi le hub qui va donner l'accès à tous les outils. Je les évoquais tout à l'heure, le Git, le monitoring, le logging, la CD, le QA, j'ai dit le SonarCube, du Trivi pour nos images Docker, du Nexus pour stocker les choses ou de la CR pour nos différents registries. Et depuis mon hub, j'ai également l'accès vers l'extérieur. Ça veut dire que tout à l'heure, j'ai parlé, on a un VNet peering depuis nos SPOC vers les hubs, mais on n'a pas de communication sortante. Donc, tout passe par mon hub. Je me garantis donc un point central pour gérer ma sécurité et je n'ai pas de porte ouverte sans contrôle qui viennent de mes environnements vers le monde extérieur. Et donc là, je me connecte avec mes clients, mes fournisseurs, les différents services SaaS qu'on peut utiliser, du GitLab tout court, pardon, GitLab.com par exemple. On a notre Git en interne, on utilise aussi un Git en SaaS. Ou et éventuellement toutes les communications avec nos partenaires. Donc c'est là où on peut s'appuyer sur de l'Express Route, sur du VPN Gateway en fallback de notre Express Route ou des choses comme ça, selon les budgets à consacrer sur chacune des ouvertures de flux. Mais c'est donc un point central par nos hubs qui va passer pour avoir accès à nos différents environnements. Donc, si on fait un focus maintenant un petit peu plus justement sur cette partie sécu et communication avec le monde extérieur, on a toujours notre hub, notre hub, pardon, et notre subscription tooling qui est tout en haut. Et on retrouve à droite, on va commencer par la droite avec nos customers, nos clients, pardon, nos fournisseurs, nos partenaires et autres, qui sont là, qui viennent de l'extérieur et qui donc fatalement vont arriver sur notre firewall. Et une fois qu'ils ont passé cette porte de sécurité, ils arrivent sur notre APIM, API Management, pardon, sur notre API Management, qui lui va déjà gérer les côtés authentification et un premier niveau d'autorisation cross-grain, donc savoir si tel ou tel client partenaire a le droit d'accéder à tel ou tel service, déjà à ce niveau-là. Et ensuite, notre API Management, en utilisant les Manage Identity d'Azure. Donc là, on s'appuie sur les mécaniques sécurité d'Azure qui gèrent ces Manage Identity. Pas besoin de gérer des passwords, des usernames ou quoi que ce soit. On va aller consommer les services de chacune de nos applications. J'en ai représenté qu'une là en dessous. Mais donc, on va venir rentrer sur nos... On passe par notre peering qu'on a vu tout à l'heure. On rentre sur notre réseau, on est protégé derrière les Network Security Group que j'ai évoqués tout à l'heure. Est-ce que ça a du sens, oui ou non, de laisser rentrer cette APIM, là, en l'occurrence
Et a priori, oui, mais le Network Security Group nous bloque toute autre arrivée. Et une fois qu'on est rentré derrière le NSG, on va appliquer les ASG pour Application Security Group. NSG, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est Network Security Group. Donc les ASG qui, elles, vont nous dire est-ce que j'autorise à accéder, quelles sont les parties de mon application, les tiers applicatifs auxquels je donne l'accès. Donc je peux donner l'accès à mon web tiers, donc qui expose mes services REST ou mes endpoints GraphQL. Et derrière, c'est ce service tiers-là, ce service web-là, qui a accès à ma couche de service, qui a accès à mes appliances, et ma couche de service, elle, a accès à mon stockage. Donc on retrouve une logique N-tiers assez classique, mais qui est protégée derrière des ASG. Donc on n'est pas open bar à tous les niveaux, et on peut venir amener les niveaux de sécurité qui sont relatifs à nos applications. J'ai dit qu'on laissait la main aux applications, donc l'application qui n'a pas besoin de contrôle parce qu'elle manipule pas de données critiques, pas de données sensibles ou quoi, va peut-être avoir un niveau de contrôle et de sécurité qui sera moindre à un instant T, qui pourra croître dans le temps, mais donc ce niveau-là, il est à la main et à la liberté, si je puis dire, de chacune des applications en fonction de leurs besoins. D'accord? Ici, j'ai représenté deux clusters cubes. La notion de service node pool et web tiers sont plutôt stateless. Donc, vont aller sur un cluster cube dédié à du stateless. Et la partie storage a plutôt une logique stateful. On peut faire du stateful dans Kubernetes. C'est assez déconseillé de le mélanger stateful et stateless sur le même cluster. Ça rend les montées de version beaucoup plus compliquées et la gestion, de manière générale, plus compliquée. Donc nous, on les a volontairement séparés. Ça a un surcoût, puisqu'on fait tourner deux systèmes node pool sur chacun des deux clusters. Mais en contrepartie, on a une maintenance qui est plus simple et une gestion des cycles de vie qui est beaucoup plus simple. Donc c'est la balance et le curseur a penché en faveur d'avoir deux clusters à ce niveau-là. OK. Et si on reste en haut, enfin si on revient en haut plutôt, la partie gauche qui va s'authentifier sur notre API management, on a nos applications, donc nos applications avec les app registration de chez Azure, et on a également nos users qui peuvent accéder en direct à notre API management. Je pense à nos PO, je pense à notre QA, qui doit aller valider des applications et des choses et qui vont y accéder en direct sur la PIM ou à travers les différentes interfaces graphiques ou du Postman pour aller tester des choses et d'autres. Donc ça va passer par là en direct, et une fois qu'on est sur l'API management, on retrouve le même flux qu'on avait tout à l'heure, qui arrivait après le firewall pour tout le monde extérieur. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'on a quand même posé pas mal de couches de sécurité. J'en ai une au niveau firewall, j'en ai une au niveau APIM, j'en ai une au niveau Managed Identity, j'en ai une au niveau Network Security Group, j'en ai une au niveau Application Security Group. Je commence à avoir mis pas mal de couches de sécurité et je la traite ma sécurité à tous les niveaux. Donc évidemment, mes applications qui vont se déployer doivent respecter les règles OWASP, par exemple, et autres, de sécurité et les bonnes pratiques. Mais donc ça, c'est à la responsabilité des équipes de dev. Mais pour paraphraser mon RSSI, quand on met plusieurs couches sécurité, on augmente la sécurité en mettant plusieurs couches. C'est pas parce qu'on a mis une énorme porte blindée qu'on est sécurisé sur les côtés. Et le fait de mettre plusieurs couches, l'attaquant qui voudrait rentrer chez nous et aller nous piquer des données, nous les détériorer ou quoi que ce soit, il doit réussir à exploiter des failles sur chacune des couches, donc du firewall, de la PIM, des Managed Identity, des Network Security Group, des Application Security Group. Ça commence à faire beaucoup de couches à traverser et donc on augmente sensiblement notre sécurité à ce niveau-là. Je reviens ensuite un petit peu sur la partie gouvernance qui est nécessaire pour assurer la cohérence de nos environnements. On a vu tout à l'heure qu'on était
assez hétérogène. Et donc, aux différents niveaux qu'on a vu dans la hiérarchie de management group que j'ai présenté tout à l'heure, on applique des policies Azure qui vont enforcer différentes choses, qui vont enforcer une localisation. Donc, on ne va pas déployer du West US dans le management group Europe, tout simplement parce que c'est bloqué au niveau du management group West, au niveau du management group Europe. On enforce également l'application de tags qui vont nous permettre un suivi derrière au niveau des coûts, au niveau des opérations, qui est simplifié. Donc, la tagging stratégie, c'est toujours une expérience un peu compliquée, je trouve, à mener. Il faut trouver le bon curseur entre suffisamment de tags pour que ça ait du sens et pas trop de tags pour que ça ne noie pas l'information et qu'on sache quoi mettre dedans. Donc nous, en l'occurrence, on y fait porter, en plus des informations qu'on a vues tout à l'heure, qui viennent des différents, de toute notre hiérarchie, on porte donc les environnements, on porte les business units aussi, qui vont nous permettre de gérer les coûts et de savoir qu'est-ce qui coûte quoi et à quel moment. Et donc, c'est au niveau du tagging qu'on va retrouver ces informations-là. On enforce aussi alors, l'enforcement là, il est plus par Terraform d'ailleurs que par policies, les naming policies. Donc, on a défini naming policies. L'idée, c'est pas de réinventer la roue parce qu'il y a déjà plein de gens qui l'ont fait très bien. Et en l'occurrence, Azure en propose une. Donc, on a essayé de coller au plus proche de celle d'Azure en adaptant avec nos spécificités fatalement, mais on s'inspire quand même très fortement de celle d'Azure. Donc, on commence par un asset type. Là, c'est factuel, c'est ceux d'Azure, VMSS pour Virtual Machine Scale 7, par exemple, ou AKS pour Azure Kubernetes Service. On enchaîne par notre business unit. Donc, chaque business unit peut développer plusieurs applications, etc. Mais donc, notre business unit, qui va correspondre au nom de l'appli, notre environnement, notre région. Alors, les régions, on a mis en place un module Terraform pour venir nous fournir les short region code. Il n'y a pas par défaut dans Azure. Et donc, dans Azure, le West Europe, ça vous fait 10 ou 15 caractères là, qui sont consommés d'office, sachant que les noms des ressources sur Azure sont limités. Ça varie très fortement d'une ressource à l'autre, la longueur maximum du nom qu'on peut donner. Mais par exemple, sur les storage accounts, c'est 25 caractères max. Donc, si vous en consommez déjà 10 ou 15 juste pour dire qu'ils se trouvent en Europe, et, vous avez déjà consommé beaucoup et il vous reste moins de place pour donner du sens à votre nom. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi un short region code sur 3 caractères. Et ensuite, on le suffixe. C'est un suffixe qui a du sens métier, qui a du sens pour l'équipe. Là, un Elasticsearch, un Cassandra, whatever. Peu importe ce suffixe-là qui nous permet d'avoir du sens. Et c'est sur celui-là qu'on va amener du random pour amener une entropie au niveau des storage accounts, par exemple, puisqu'ils se doivent d'être uniques au niveau mondial sur Azure. Donc, c'est ce suffixe-là qui va nous permettre d'apporter cette unicité mondiale. Donc, on a cette contrôle-là au niveau de la cohérence. Et enfin, on a également une problématique de résilience. On l'a dit, il faut pouvoir passer de l'environnement actuel vers le nouvel environnement, tout en maintenant notre prod, parce qu'on a des clients, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une interruption de service, tout simplement. Donc, les 3 premiers sur la gauche, je les ai déjà bien nommés, le GitLab CI, l'Argo CD, le Terraform. Donc, on déploie tout de manière automatique, infrastructure comme application. Donc, tout ça, c'est piloté par le code. Et ensuite, donc, on crée notre infra et nos environnements par le code. Et on va pouvoir piloter aussi la bascule des anciens environnements vers les nouveaux, donc les mises à jour au niveau des DNS, au niveau de notre API management, pour pouvoir basculer vers les nouveaux services de manière transparente. Et ensuite, on a du Prometheus, et Prometheus avec Grafana, qu'on utilise pour aller monitorer et voir si tout se passe bien. Si on veut que ce soit résilient, il faut qu'on soit capable de le voir de manière efficace et de monitorer, par exemple, est-ce qu'on a bien toujours le même nombre de requêtes, est-ce que nos requêtes ont bien basculé de l'ancien vers le nouveau, et des choses comme ça,
Ou est-ce qu'on a eu des accès sur tel et tels environnements, chez nous, dans notre subscription deprecated, est-ce qu'on a eu des accès, des choses comme ça, qui vont nous permettre de mettre en place des actions d'économie et de destruction d'environnement, par exemple. Ou de rollback si on a des problèmes de flux qui ne passent pas ou des requêtes qui n'arrivent pas là où elles devraient arriver. On a également, au même niveau que Grafana, là, on a un Kibana, puisqu'on a de l'Elasticsearch. Et donc, on a un Kibana qui est adossé, dans lequel on a une partie de nos métriques. Et on a également un signal FX, donc qui est plutôt transverse, on va dire, Prometheus Grafana, qui est en lien direct en fait avec notre infogérant, puisqu'on a externalisé la gestion de notre prod. Et donc, ils sont arrivés avec du signal FX, on s'intègre là-dedans et c'est très bien comme ça. Si on enchaîne sur maintenant un côté un peu plus FinOps, on va dire, qui est amené aussi avec cette landing zone. On a plusieurs aspects qu'on a mis en œuvre et qui nous permettent de contrôler nos coûts et d'être efficaces. Et on va retomber sur de l'efficience énergétique en plus. Tout d'abord, on a un rôle, qui est un rôle manager Azure en plus, qui donne accès au contrôle des coûts, au cost management, et qu'on attribue absolument à tout le monde. Donc tout le monde voit ce qu'il coûte et ce que ça coûte, ce qu'il fait, ce qu'il ou elle fait d'ailleurs, pardon. Donc c'est une notion de responsabilisation de chacun et chacune. Quand je demande un cluster avec 3 nœuds à 64 cœurs chacun, parce que c'est confortable pour bosser, c'est bien. Mais de voir que ça coûte 10 000 balles par mois, je me posais la question, tiens, moi j'ai un service, il y en a 36 autres à côté, ça fait 360 000 balles par mois. À vendre, ça va pas être facile comme solution, et pour qu'on soit rentable, ça va pas être facile non plus. Donc ça donne une notion de responsabilisation et pas simplement une notion de finger pointing et d'accusation de la part du top management qui voit des factures arriver. Là, c'est chacun est responsable et chacun voit ce qui coûte et a un vrai contrôle et une vraie prise de conscience sur ses coûts. Et c'est un des prédicats de base aussi dans la mise en place de notre démarche FinOps et d'une démarche FinOps de manière générale. Toujours dans cette gestion des coûts, on a deux polices différentes, deux politiques différentes. Sur la gauche, c'est l'utilisation massive des spot instances. Microsoft nous permet d'avoir des instances qui sont préemptibles. Les autres clouders font pareil, entre les AWS et GCP. Donc, partout où ça a du sens, partout où on peut se permettre, donc, notamment sur les workloads stateless, on applique des spot instances. Et donc, on va déployer avec des machines qui coûtent entre 10 et 30, 40% du prix, de leur prix normal. Donc, c'est une économie d'échelle non négligeable. Sur la partie droite, partie CI-driven pour les environnements hauts, là, on est sur des environnements où on ne peut pas se permettre d'avoir du spot, parce que le spot peut impliquer des pertes de services et des choses comme ça. C'est acceptable en dev et en int, ça l'est plus du tout à partir de la recette et surtout en prod. Donc là, on est sur des réservations. C'est une chose bête, mais c'est des choses qu'on a amenées avec la refonte et avec la mise en place de cette landing zone pour venir gérer nos coûts et être plus efficace. Mais au-delà de cette efficacité économique, se pose une efficacité écologique et une efficience énergétique. Sur les environnements de prod, on n'a pas le choix, ils doivent tourner 24/7. On a la chance d'avoir des clients partout dans le monde, en tout cas de ne pas être exclusivement français. Et donc, nos clients à l'autre bout du monde doivent utiliser nos services même quand on dort. Donc, on a une prod qui tourne tout le temps. Mais par contre, sur les environnements bas, on a en place une mécanique qui, au contraire, permet d'éteindre les machines tous les soirs, bêtement, et on est en train de mettre en place l'automatisation du redémarrage des machines là où ça a du sens, piloté par les équipes. C'est eux qui décident. Donc, sur une clock, on décide si une machine s'arrête ou pas.
Donc, on est en spot, mais on fait également tourner les machines 50 heures globalement, 50-60 heures par semaine, au lieu de sur les 170 heures que compte une semaine, 168 heures que compte une semaine. Donc là encore, c'est une efficience économique, c'est évident, mais c'est aussi une efficience énergétique et écologique, et ça colle quand même pas mal à notre vertical métier et au sens qu'a notre entreprise, notre objectif. Donc, on préconise pour nos clients d'être plus économiques et d'optimiser leurs dépenses. Évidemment, on fait évidemment pareil de notre côté, donc avec des environnements qui sont éteints la nuit et le week-end. On arrive bientôt au bout, enfin non, on arrive au bout complètement. C'est les points principaux de la landing zone que je voulais vous présenter sur cette heure, sans vous noyer d'informations. Je vous avais promis que je vous donnerais mes coordonnées. Donc voilà, je suis Olivier Dupré. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et sur Twitter avec ces identifiants-là. Et si ce que je vous ai raconté vous a plu, si vous avez trouvé un intérêt technologique, si vous êtes intéressé par l'aventure, en plus on recrute, donc vous n'hésitez pas à me contacter. Il y a de la place, vous voyez les technos qu'on utilise, et donc on s'amuse bien. L'ambiance est plutôt cool, donc n'hésitez pas aussi à venir nous voir et à venir bosser